Alité Radio. Le débat citoyen. Bonjour à tous, toujours en direct des 12e assises du journalisme à Tours et à MAM pour un débat citoyen consacré aujourd'hui au quartier et à la façon dont les médias traitent l'actualité des quartiers. Autour de la table avec nous, Feriel encore, bonjour à tous. Bonjour, on s'est déjà vu tout à l'heure. Hein. Mais nous avons également Mélissa Plévicuis. Quiz. Putain, je me suis entraîné. Hein. Oui, comme les nouilles cuises. C'est ça. On se le dise. Comme les nouilles cuises. Donc Mélissa, elle est directrice d'antenne de Radio Campus Tours. J'ai bon là? Chargée d'antenne, c'est un peu plus modeste. Ah ouais, mais directrice, c'est mieux. Non, d'accord, ok, chargé d'entraide. Et on a aussi Julien Proux, qui est lui journaliste à la Nouvelle République. C'est ça, bonjour. Là j'ai bon. Là tu as bon. J'ai bon, on se connaît un petit peu, Julien, puisqu'on travaille sur le même plateau rédactionnel. C'est ça. Et tu t'occupes notamment, Julien, de jouer les tours. De jouer les tours, exactement. Et donc on va pouvoir parler avec toi de la façon dont l'ANR, média local, très implanté, peut appréhender l'actualité dans des quartiers comme jouer les tours. Notamment celui de l'Arabière, plus précisément, qui est un quartier dont on a un petit peu parlé récemment pour tout un tas de raisons et qui illustre un petit peu les difficultés parfois qu'on peut avoir en tant que média à faire notre travail de manière à peu près sereine, on va dire. Et voilà, donc un sujet à explorer. Oui, un sujet fort, on peut peut-être d'ailleurs commencer par ça. Quand on est journaliste et qu'on fait donc de la locale, j'imagine que non, c'est pas tout à fait la même chose de traiter le centre-ville de Tours et de traiter l'Arabière, ou est-ce qu'on se trompe Alors déjà, j'ai jamais traité le centre-ville de Tours, donc je pourrais pas. Alors centre-ville de notre ville peut-être. Alors oui, voilà. Voilà. Mais en non. dehors d'un quartier. Alors moi, personnellement, je trouve pas qu'il y ait tant de précautions entre guillemets à prendre que ça. Il s'agit juste de faire comprendre aux gens qu'on est à même de rencontrer qu'on n'est pas là pour les critiquer ou pour médire d'eux. Il y a une actualité à traiter, elle n'est pas toujours rose, mais elle ne se réduit pas à la rubrique fait divers en ce qui concerne par exemple le quartier de l'Arabière à Jouer-les-Tours. Alors justement, souvent on taxe les journalistes et les médias de toujours venir que quand il y a des feux, mais jamais quand il se passe des choses positives. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, vous? Alors on nous le reproche effectivement, on me l'a encore reproché hier. J'ai régulièrement des conversations avec des habitants du quartier, avec des gens qui sont engagés dans le milieu associatif notamment, et qui nous font effectivement ce reproche-là, et un reproche qu'on peut entendre. Ce qui se passe, c'est que, moi personnellement, ce que j'essaie de leur dire, c'est que des voitures qui brûlent dans les quartiers, c'est une actualité qu'un média local se doit de couvrir. Une image d'une voiture en feu, ça reste dans l'esprit des gens beaucoup plus longtemps qu'un article où on explique, on détaille comment une association se démène sur le terrain pour essayer d'améliorer la vie des gens au quotidien. Et donc, pour une voiture brûlée, il faut peut-être 10 ou, je sais pas, c'est des bêtises que je dis, mais il faut plusieurs articles pour que dans l'esprit des gens, ça laisse une trace à peu près équivalente à celle que peut laisser l'image d'une voiture en feu. Il y a un effet loupe. Je vais me faire l'avocat du diable. Alors pourquoi prendre une photo de la voiture qui brûle et juste un article pour une association, et pourquoi pas l'inverse? Il y a obligatoirement une photo pour un article sur une association. Mais bon, après, ça va pas avoir la même force, quoi. On va dire. Voilà, le poids des photos, voilà, le choc des mots, le poids des photos. Je ne sais plus exactement quelle était la formule, mais effectivement, une photo. Bon, après, si on est sur place et au moment où une voiture brûle et qu'on décide de ne pas prendre la photo, on fait quasiment une erreur. Voilà, c'est une espèce d'autocensure et on fait pas le travail comme il doit être fait. Voilà. Et vous, Mélissa, parce que Radio Campus, c'est une radio qui aime bien se délocaliser, qui aime bien aller au cœur auprès de ses lecteurs. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences dans des quartiers comme ça? Est-ce que vous avez déjà délocalisé dans des quartiers un peu compliqués ou... Alors déjà, la chance, entre guillemets, qu'a Radio Campus, c'est que comme c'est un média radio, on n'a pas d'image. Donc de toute façon, c'est pas possible de faire le cliché de la voiture en flammes parce qu'on n'est pas un média d'image. Donc déjà, ça évacue cette considération-là de il faut faire l'image qui va rester en mémoire parce que de toute façon, on n'en fait pas. Il se trouve que Radio Campus a été longtemps au Sanitas. On était une radio au Sanitas.
Maintenant, on est au de Lyon, mais évidemment, on a toujours gardé des liens avec ce quartier, avec d'autres quartiers dits populaires, enfin, selon les appellations qu'on peut trouver. Ouais, parce qu'effectivement, je vous coupe, mais il y a la domination de quartier déjà, hein, dont on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça. Et en tout cas, pour savoir quel lien on a avec ces lieux d'habitation, si on veut, pour ne pas dire quartier, c'est qu'on invite des jeunes, parce qu'on est une radio, un média associatif étudiant, donc évidemment on est concentré sur une classe d'âge qui est 25-35 ans, et régulièrement il y a des jeunes gens qui habitent, donc ça peut être aussi bien le Sanitas que Jouer les Tours, qui viennent pour parler de projets. Donc souvent c'est peut-être des rappeurs, des jeunes gens qui travaillent. Voilà, donc c'est une autre façon de parler de la vie dans les quartiers, c'est-à-dire qu'on va parler de cette vie-là à travers une production artistique. Et c'est vrai que le retour qu'ils font souvent, c'est qu'ils en ont ras-le-bol, que les journalistes s'arrêtent aux voitures qui brûlent, aux accidents de tram, ou ces choses-là, et qu'ils sont contents, en tant qu'artistes, de venir sur le plateau d'une radio associative locale pour dire il se passe autre chose dans les quartiers, il y a des artistes, il y a des entreprises qui se montent, et ils sont aussi très contents quand on emmène la radio chez eux. Parce que là, il ne faut pas oublier que c'est la radio qui vient chez eux. On est accueillis chez eux. Et voilà, on n'est pas chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même aussi faire preuve d'un peu de modestie. Il faut être un peu humble. Et il ne faut pas arriver surtout avec un regard descendant. C'est-à-dire, je suis en position de sachant. Je ne pense pas du tout qu'un journaliste doit avoir ce regard-là, en fait, d'estimer qu'il sait mieux ce qui se passe dans un quartier que les gens qui y vivent. T'es d'accord avec ça, Julien, sur ce... Ah bah oui, évidemment. Ça n'a jamais été question, enfin, ce qui nous concerne à l'ANR, d'arriver en distribuant les leçons et en donnant les bons, les mauvais points. C'est pourtant quelque chose qu'on nous reproche souvent. Mais il n'est pas du tout... il est évident qu'il se passe des choses dans les quartiers qu'on dit populaires, ou quelle que soit l'appellation qu'on choisit, effectivement, autre que les faits divers. Et d'ailleurs, nous, c'est ce on s'attache aussi à le montrer. Nous, au journal, on a lancé là dernièrement une série de portraits d'habitants de ce quartier-là pour effectivement essayer de parler du quartier autrement que par le prisme des faits divers et montrer que des habitants font des choses qui méritent d'être mises en avant, qui méritent de figurer dans les pages de la presse locale. Alors justement, comment c'est né d'où vient cette idée de faire des portraits de quartier dans l'ANR, dans les colonnes on s'est dit justement, c'est exactement ce qu'on est en train de se dire. On s'est dit que à lire les pages du journal, on va dire autour de l'automne, au moment où il y a eu cette espèce de flambée un peu des voitures, on avait l'impression qu'effectivement, ça revenait, même nous qui sommes habitués un petit peu à la lecture des journaux. Bon, on avait le sentiment qu'il y avait comme une espèce de... Donc c'est même plus un sentiment, au final, voilà. Ça commence à être quelque chose de C'était quelque chose qui devenait concret, lourd. Quoi. Et on s'est dit qu'il était impossible de parler d'un quartier qui compte 6000 habitants, en gros, uniquement de cette manière-là. Et donc il y avait forcément autre chose à en dire. C'est un quartier qui... Je me considérerais pas comme un spécialiste de ce quartier, loin de là. J'apprends à le découvrir au quotidien via mon expérience de journaliste local, mais c'est un quartier qui est d'une richesse assez déconcertante parfois. Hein. Il y a une variété, sans vouloir être condescendant comme dit notre consoeur, il y a une diversité d'actions, une diversité de propositions dans ce quartier. Il y a une jeunesse, un dynamisme qui est vraiment, qui vaut le coup d'être appréhendé, quoi. Et donc voilà, on s'est dit, parlons de ce quartier différemment, donnons la parole aux gens pour qu'ils nous racontent leur quartier et à travers leur expérience, leur parcours de vie, donnons une image plus fidèle de la réalité de ce quartier que celle des voitures brûlées. Et donc, ça fait combien de temps que cette idée elle a germé, on va dire à l'automne, enfin fin d'année. Fin d'année 2018 et ça prend du temps oui, voilà. Et on a commencé à publier il y a 3 semaines, un mois, ça va faire un mois. Donc il y a 3 semaines, un mois, c'est apparu dans l'ANR. C'est apparu dans l'ANR, okay. Ça s'est matérialisé il y a 3 semaines, un mois. Ouais. Parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir être accepté dans le quartier. Il y a encore ce sentiment de méfiance ou ah oui, clairement. Vous sentez qu'il faut quand même toujours argumenter, dire précisément c'est pas de la méfiance, c'est de la défiance. Et une fois de plus... que vous comprenez.
que oui, les arguments avancés sont valables. À nous de nous expliquer, d'expliquer notre travail. Personne n'est irréprochable. J'imagine que on a fait des erreurs dans le traitement. Tout le monde en fait. L'important déjà, c'est de les reconnaître, c'est d'essayer un petit peu de rétablir le tir, rectifier le tir. Donc effectivement, ça prend du temps. Les gens sont pas forcément disposés à nous parler. Il faut leur expliquer la démarche. Il faut essayer de leur faire comprendre que faire la distinction entre les médias, ce que beaucoup de gens les nomment les médias, et un média qui essaye de faire son travail. Et on pâtit un petit peu parfois aussi des gros médias, vous et des chaînes d'infos notamment. Le mot les 3 lettres qui reviennent, c'est BFM. Hein, voilà. C'est un petit peu partout pareil. Et bon, là, c'est encore un peu frais, mais peut-être vous avez pensé aussi à élargir, parce que là, c'est sur Jouer les Tours, donc la Rabière précisément. Est-ce que vous avez peut-être pensé à, est-ce que c'est sur la table en tout cas, d'élargir ça au Sanitas, la rabatterie Après avoir, moi personnellement, je suis en charge de l'actualité de Jouer les Tours, donc c'est pas moi qui revient de choisir ça. Effectivement, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui peut être envisagé, qui peut être dans les tuyaux. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui a le mérite de tenter d'aller un petit peu plus loin que de dépasser la rubrique fait divers qui est trop souvent associée à ce type de quartier. Et est-ce que vous avez eu des retours ? Oui, j'ai eu des retours bons, des retours moins bons. Moins bons aussi. Oui, bah, des gens qui. C'est quoi les critiques qui ressortent ? Les critiques, c'est notamment dans le choix des personnes qu'on interviewe, dans le choix des personnes à qui on consacre un portrait. Pour le moment, c'était qui, par exemple ? On a fait un ancien du quartier qui a monté une entreprise dans le domaine de la santé, qui a réussi à créer une entreprise qui visiblement fonctionne très bien, qui nous a raconté un petit peu d'où est venue cette envie de travailler dans le domaine de la santé. On a aussi parlé de l'ancienne principale du collège qui a passé 14 ans au collège et qui est resté vivre dans le quartier après avoir pris sa retraite. Et puis là, la semaine dernière, on a publié le portrait d'un éducateur qui a été 30 ans à l'Abser, association qui est vraiment présente sur le terrain à la Rabière, et qui a créé club de lutte, club de foot, qui s'est investi, quelqu'un qui a vraiment la défense du quartier et l'amélioration des conditions de vie dans le quartier Chevilly-au-Corps. C'est vraiment quelqu'un, c'est un militant. Voilà, et puis on a encore 2-3 autres portraits qui sont déjà dans les tuyaux, mais je vous en parlerai pas ça peut pas il y avait un petit peu la surprise quand même. On va marquer une première petite pause musicale et on se retrouve tout juste après avec nos invités pour la suite du débat citoyen.
Vous êtes toujours sur Cité Radio 89.3, la radio des Assises, en direct de MAM. Nous sommes avec Mélissa Plikiewicz. Bien joué. Plévicus. En plus, je l'avais noté, hein, comme quoi. Bon. Et Julien Pro. Donc Julien Pro de l'ANR et Mélissa donc de Radio Campus. On parlait tout à l'heure des traitements, enfin du traitement des quartiers dans les médias. Que celui-ci n'était pas forcément, enfin, il était plutôt monocolore. Mais est-ce que finalement, c'est pas dû aussi au fait que les journalistes en général ne sont pas issus de ces quartiers-là? Donc il y a forcément, ça ne peut que découler d'un traitement uniforme. Uniforme. Alors monocolore, est-ce qu'il est monocolore? Je sais pas. On essaye de le. Peut-être qu'il a été une époque. On essaye un petit peu de le colorer. Enfin, on est en train de changer d'apporter des petites touches au moins de couleurs à droite à gauche. Après, il y a une question, la question de la représentativité d'une rédaction comme celle de l'ANR. Comparée à la population d'une ville comme Joly-les-Tours, elle se pose effectivement. On ne peut pas dire que la rédaction de notre journal soit la composition sociologique de notre journal corresponde à la composition sociologique de la ville de Joly-les-Tours et a fortiori de celle de la Rabière. Donc c'est quelque chose qui est un fait qu'il faut prendre en compte maintenant. Changer les choses prendra certainement un petit peu de temps à ce niveau-là. On ne décide pas de chambouler une rédaction, la composition d'une rédaction comme ça, surtout par les temps qui courent, c'est un peu compliqué quand même. Mais après, c'est des prises de conscience à essayer d'avoir, tout simplement, dans la façon de choisir nos angles, dans la façon de choisir d'adapter notre couverture, dans les réflexions qu'on peut avoir sur les modes opératoires qu'on peut avoir pour un petit peu pour coller au plus près, parce que mine de rien le travail il est toujours le même. Il s'agit de traduire ce qui se passe sur le terrain. Donc il y a eu là on part avec un petit passif, on va dire, mais il n'empêche que le travail est toujours le même. Mélissa, vous, à Radio Campus, c'est un peu différent puisque c'est... Oui, alors à Radio Campus, oui, il y a des Noirs et des Arabes, il faut le dire. Parce qu'on tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure avec le monochrome et le voilà. Oui, c'est ça, oui. Oui, il y a même des femmes avec des noms bizarres, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, c'est un fait et c'est une chance et on en est très content. Il y a des jeunes... Il n'y a pas que des Noirs et des Arabes dans les quartiers populaires. Hein. Non, mais bien sûr que non. Mais je le dis parce que bon, c'est le truc. Et il y a des jeunes, et il y a des pauvres, et on a des étudiants qui clairement ont des idées de gauche, on en a qui ont des idées de droite. Et c'est vrai que ça nous permet de faire des choses, comment dire, j'ose espérer, avec des spectres, en tout cas, le plus large possible. Alors, comment ça se passe, la ligne éditoriale de Radio Campus, comment les gens arrivent à l'antenne, comment vous construisez votre grille? Alors, comment on construit notre grille? Déjà, la radio fonctionne parce qu'on a 70 bénévoles. Clairement, il y a 2 salariés, dont un journaliste, mais c'est évident que c'est pas un journaliste tout seul qui va faire vivre une radio, c'est pas possible. Donc évidemment, il y a ces 70 bénévoles. Quand on arrive à la Radio Campus, on arrive avec une idée d'émission. Soit le projet est fini, soit l'idée c'est on a besoin d'aide pour construire son émission. Et il n'y a pas de concours à l'entrée. C'est-à-dire que les gens arrivent, ils n'ont jamais fait de radio, c'est pas grave, on se fiche absolument de savoir quelles sont leurs références, entre guillemets. Ils ont envie de faire de la radio, on est là pour ça, point. Donc ça peut être une émission musicale, ça peut être une émission culturelle, ça peut être des gens qui ont envie de faire des chroniques d'actualité. Voilà, pourquoi pas, on est là pour les aider à mettre en forme leur projet. Et puis après les normes, c'est évidemment toutes les injonctions du CSA, c'est-à-dire évidemment pas de propos diffamatoires, pas de propos racistes. Pas de propos sexistes, voilà, absolument pas de discours religieux, mais ça c'est des normes, voilà. Ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde, bien sûr. Et ensuite, après, évidemment, qu'en tant que radio associative étudiante, il est évident qu'on essaie de conserver toujours un lien, soit avec le monde étudiant et universitaire, soit avec notre tranche d'âge cible, c'est-à-dire 25-35 ans. Mais au-delà de ça, moi, mon rôle, c'est évidemment de veiller à ce que les gens restent peu ou prou dans cette ligne-là. Mais je ne choisis pas les sujets d'émission des adhérents, parce qu'on considère qu'ils viennent là de façon bénévole. Donc c'est évident que je ne vais pas m'autoriser, moi, à choisir
leur sujet. Je peux leur donner des conseils, mais... Et du coup, alors, on a, j'imagine, un spectre très très vaste, puisque où il y a autant d'émissions que de bénévoles. Enfin, chacun a son émission fétiche et qui lui tient à cœur. Et donc, c'est aussi une façon de toucher des sujets de façon pointue, qui vont peut-être parler à effectivement à des publics Alors bien différents. sûr, parce qu'on a des personnes qui sont pointues sur des domaines, notamment dans les émissions musicales. On a des personnes qui ont une connaissance encyclopédique sur les musiques hip-hop, par exemple. On a des personnes qui sont très pointues sur tout ce qui est développement durable. Donc voilà, je me fie à leurs connaissances sur le sujet, parce que je sais qu'elles dépassent largement les miennes. Après, mon rôle, c'est aussi de les aider à rendre ces connaissances radiophoniques, parce que c'est bien d'avoir des connaissances pointues dans un domaine, c'est pas pour ça que c'est radiophonique. Julien, est-ce que ce type de pratique, le fait que des gens extérieurs proposent des contenus et donc sont en corrélation avec un public, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir une traduction? Ça a été le cas dans le passé, mais dans la presse écrite, est-ce qu'on peut imaginer on rêve, bien sûr, on imagine, mais est-ce que c'est pas une direction dans laquelle vous auriez envie d'aller? Moi, je sais pas. J'ai aucune fonction non, mais de direction au journal, donc je peux pas m'engager là-dessus. Je pense que ce type d'organisation existe déjà dans certains médias dits contributifs ou participatifs. Après, c'est un modèle qui n'est pas celui de la presse quotidienne régionale, qui fonctionne certainement très bien. Est-ce que tous les modèles sont transposables? Je suis pas sûr. Après, voilà, chacun travaille dans son média. Juste une petite précision, on parlait de monochrome, on parlait de noir et d'arabe. Bon, l'ANR est ce qu'elle est, mais c'est pas non plus un espèce une enclave du passé, réactionnaire dans un monde en mouvement, et nous on serait amarrés comme ça à des vieilles idées. Hein. Il faut pas non plus croire. Faut pas caricaturer. Il faut pas croire ça. Hein. Effectivement, on a une histoire qui est certainement ce qu'elle est, qui est différente de ce que peut être celle de Radio Campus. Mais il ne faut pas remettre en cause la bienveillance et la bonne volonté des gens qui travaillent là-bas. Hein. Oui, je pense que c'est important de le dire. Surtout que ça ne concerne pas du tout que la Nouvelle République ou autre journal local. C'est quelque chose d'assez massif et d'assez général dans les médias. On peut transposer sur d'autres modèles. Oui, d'ailleurs, j'ajoute qu'à une époque pas si lointaine, j'étais correspondant pour la Nouvelle République. Donc, comme quoi, je pense qu'il faut aussi ne pas compartimenter les médias, ne pas les opposer les uns aux autres. Parce qu'on peut à la fois être correspondant pour la Nouvelle République, on peut être dans une radio associative locale, on peut avoir aussi travaillé pour des sites web, n'importe. Et donc, faut pas opposer les choses. Donc quand on parle de médias et quartiers, il faut peut-être effectivement voir quel média, quel quartier, chacun n'apporte pas la même chose, n'ont pas forcément la même vocation non plus dans les quartiers. Clairement, il y a plusieurs modèles économiques déjà, ne serait-ce que le modèle d'une radio associative n'est pas le même que celui d'un journal de PQR ou celui d'un site internet. Il y a des contraintes évidemment économiques. On reste quand même dans la presse locale un média qui doit être lu pour vivre. Donc ça entraîne ça influence obligatoirement certains choix. Et donc il y a des réglages à faire, effectivement, il y a des équilibres à trouver, mais on reste dans un modèle marchand. Qui quand même qui est à l'origine de beaucoup de choix et qui peut influencer la politique rédactionnelle, clairement. Non. Donc oui, par rapport à la pratique, revenons à la pratique journalistique aussi. Est-ce qu'il faut du temps aussi, parce que on disait une voiture brûlée, ça s'imprime dans les rétines et dans les mémoires. Est-ce qu'il faut du temps aussi pour qu'on arrive à faire changer les images? Ce que je veux dire, c'est que peut-être que un média comme l'ANR ou comme Radio Campus font un travail avant que ça se sente et que on en ait le retour au niveau des populations et qu'ils se sentent plus concernés par le média. Ça prend aussi du temps. Parce que est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication quelque part, en fait, d'acceptation globale des médias, en fait?
Certainement, mais après, ça vaut dans les quartiers comme ça vaut ailleurs. Voilà. Je pense pas que le rôle de la presse soit de se faire aimer par les par les gens. C'est pas que ça. Il s'agit de travailler en bonne intelligence et de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas là pour les nuire. C'est comme quand on fait un compte rendu d'audience au tribunal. Jamais le journaliste va dire la personne qui est accusée ou le prévenu est un salopard. C'est absolument pas l'enjeu. Parfois, il y a des gens, mais ça, c'est pas valable que dans les quartiers. Il y a des gens qui pensent qui prennent un petit peu les articles au premier degré, croyant que l'auteur de l'article donne son point de vue dans l'article. Alors peut-être que ça peut donner cette impression-là si l'article est mal écrit, mais normalement, c'est pas le cas. Et donc, le but du travail, enfin, selon moi, c'est pas de se faire aimer dans les quartiers, c'est juste de retranscrire ce qui s'y passe de la manière la plus fidèle possible. Parfois, ça pose des problèmes avec les interlocuteurs parce qu'on est amené à traiter des sujets qui font pas plaisir à tout le monde. Et là, ça peut créer des tensions, ça peut compliquer la tâche, compliquer la vie des gens. Il faut aussi penser à l'impact qu'un article sur les gens qui le reçoivent. Les gens quand on parle de l'Arabière, il y a 6000 personnes. Quand on publie une photo sur 3 colonnes d'une voiture qui brûle, c'est 6000 personnes qui la prennent en plein visage. Alors que c'est le fait de 2 ou 3. Et donc, il faut aussi avoir ça à l'esprit quand on le publie. Il faut faire preuve de responsabilité. Parfois, j'imagine que parfois on se trompe et ça fait du mal aux gens. Mais parfois, même en se trompant pas, en ne se trompant pas, voilà, pardon. Bon, on fait mal aussi facile. aux gens. On fait mal aux gens, même en faisant notre boulot du mieux possible. Mais alors du coup, avec votre expérience, je suppose que Limité. je suppose que vous avez fait des articles qui n'ont pas plu non plus. Oui. Et du coup, comment le retour s'est fait quand il Bah, fallait repartir pour un autre article, pour un autre papier? On a des réflexions, on a des gens qui expriment leur mécontentement de manière plus ou moins sereine, calme ou véhémente, qui nous disent parfois clairement le fond de leur pensée. Ça se passe pas toujours bien. Ça vaut à l'Arabière, je dis comme ça vaut Oui, partout. ailleurs. Ça, après, c'est pas une Combien question d'hommes de... politiques sont tombés sur un journaliste la fois où ils l'ont croisé au conseil municipal après parce qu'ils n'étaient pas contents de l'article du dernier conseil municipal. C'est le même ordre d'idée, c'est les mêmes Alors réflexes. là, du coup, on part plutôt sur la pratique du journalisme en général. Oui. Mais alors, du coup, est-ce que je pense qu'il ça... faut effectivement, il y a au-delà, plus qu'une pratique du journalisme dans les quartiers, c'est une pratique du journalisme en général qui s'applique et qui se traduit dans les quartiers. Alors du coup, est-ce que ça oriente pas du coup le papier ou... C'est-à-dire, dans quel sens? C'est-à-dire que est-ce que le journaliste s'autocensure ou pas? S'autocensurer, alors là, c'est un débat qui est très très vaste. Oui. C'est aussi comment on traite, on entretient nos sources, comment on entretient les gens avec qui on est amené à traiter sur le long terme. Est-ce que ça vaut le coup de gâcher une collaboration qui peut se révéler fructueuse pour sortir une info, pour après Donc dire... parfois vous sacrifiez certaines choses pour pouvoir après, sur Je sais le pas long si je terme... devrais le dire, mais effectivement, oui, il peut arriver, on réfléchit au traitement le plus adapté au fait d'actualité qu'on est amené à traiter, quoi. Mélissa, Mélissa. peut-être? Alors, moi, j'ai envie déjà de poser une question, de dire, cette défiance envers les médias, mais à qui ça profite, dans le fond? Évidemment pas aux gens dans toutes les questions, et évidemment pas aux journalistes. Donc, Peut-être aux politiques qui je ne sais exploitent pas. ce Je genre de laisse failles. les gens... On pose ça là, et voilà, sinon, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'embraye sur autre chose, c'est de dire que parfois... moi, clairement, j'ai habité dans certains de ces quartiers. Et donc, évidemment qu'il y a des endroits où les gens m'accueillent assez bien parce qu'ils savent d'où je viens. Et seulement, il y a aussi un conflit de loyauté. C'est de dire, peut-être que je comprends certaines de vos réalités, mais ne comptez pas sur moi pour en occulter d'autres. Et donc, c'est aussi une position qui n'est pas forcément simple, parce que c'est de dire aux gens, certes, mais... Et donc, c'est un équilibre à... Voilà, donc il y a trouver. peut-être le problème inverse, en fait, de dire, quand on dit non, je ne viens pas de ce quartier, mais ne me jugez pas par avance de façon négative. Je pense que c'est l'inverse, en fait, c'est le négatif. Donc, C'est-à-dire que venir du quartier et en parler n'est pas forcément plus facile que de ne pas en être issu et d'essayer d'en parler quand même. Non, parce que d'une part, sincèrement, ça n'est plaisant pour personne de se retrouver avec une étiquette de diversité sur la figure. Personne n'en a envie.
soit qu'on y soit ou qu'on en soit sorti, personne n'a envie qu'on lui colle cette étiquette-là. Et c'est ça, c'est dire on a aussi une conscience professionnelle et de se dire moi ce qui prime quand je fais un article pour l'ANR, quand je fais un article pour un blog, quand je fais un article ou une production radio, ce que je cherche c'est à faire un travail professionnel et j'ai conscience que j'ai certaines affinités, que j'ai un certain regard sur une situation, j'en ai conscience et donc justement ça va m'aider à faire un travail le plus juste possible. Je te vois opiner du bonnet, Julien. Ah oui, je pense que l'ambition de faire un travail professionnel en traitant un fait d'actualité sur un quartier, elle est effectivement, c'est celle-là qu'il faut avoir à l'idée. Effectivement, qu'on soit issu ou pas de ce quartier, qu'on soit issu, comme on dit, de la diversité ou pas, effectivement, l'idée quand on s'empare d'un fait d'actualité, c'est de le traiter le mieux possible, de la manière la plus équilibrée possible, la plus professionnelle possible, effectivement. On va marquer une petite pause musicale et puis on se retrouvera juste après pour la dernière partie de ce débat citoyen.
Toujours sur Cité Radio, la radio des Assises sur le 89.3. Ne touchez à rien, vous y êtes bien. Ah ouais, on est bien. On est bien. Hein. C'est ça avec une voix fibre comme ça, là. Nous y sommes bien. Donc nous sommes avec Julien de l'ANR et Mélissa de Radio Campus. Pour cette fin de débat citoyen, on va plutôt discuter de l'éducation aux médias. Oui, parce que d'après tout ce qu'on s'est dit par rapport à la pratique du journalisme dans les quartiers, voilà, il y a aussi le problème de la façon dont le journalisme est perçu, dans la façon dont il est appréhendé, et donc aussi la façon dont il est pas enseigné. Mais enfin, est-ce qu'il ne faut pas justement intégrer dans notre métier, dans notre pratique, une éducation aux médias qui fasse que les gens qui nous reçoivent comprennent un peu mieux notre travail? Oui, certainement, j'imagine que ça pourrait pas faire de mal de se rendre dans les lycées ou est-ce que vous dans les réactions que vous avez auxquelles vous faites face, des fois vous dites pas mais en fait c'est qu'il comprend pas mon travail en fait. Ah si, ça arrive. Hein, voilà, donc c'est que vraiment il y a ce besoin là finalement. Mais une fois de plus, c'est pas unique au quartier populaire. Non, là on a transposé ça à tout au métier en général. On voit bien dans pas mal de faits d'actualité dernièrement que le travail de la presse parfois n'est juste simplement pas compris. Les gens, alors il y a certainement une part de responsabilité de la presse. Sinon, je vois pas pourquoi d'un coup comme ça les gens auraient terminé et fini de comprendre ce que font les journalistes. Il y a certainement des adaptations à faire au nouveau type de médias, la vitesse à laquelle circule l'information, la multiplication des sources et des médias. Effectivement, je pense que aller expliquer à des gamins comment on recueille une information, comment on la récolte, comment on la traite, comment on la publie, ça peut pas faire de mal, effectivement. Mais tout à l'heure disait que c'est important d'aller dans les endroits, d'aller chez eux, c'est-à-dire de jouer à l'extérieur en fait. Hein. Faire de l'éducation média dans un lycée, dans un quartier, c'est aussi ça. Mais déjà, je pense, après ça n'engage que moi bien sûr, mais qu'une radio associative locale, c'est un atelier radio permanent. Mmh. C'est dans le fonctionnement d'une radio associative, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens arrivent à la radio avec une idée d'émission de radio et on les aide à la construire. Donc de toute façon, c'est dans le fonctionnement de la radio associative d'éduquer aux médias, de faire comprendre comment on rend radiophonique quelque chose, pourquoi quelque chose peut être diffusé à l'antenne, pourquoi quelque chose ne peut pas être diffusé, pourquoi une émission où il y a sur une question politique, ça ne marche pas s'il n'y a qu'un seul point de vue. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend à nos adhérents. Donc évidemment qu'on peut le transposer dans plein de quartiers. Et l'éducation aux médias Radio Campus, c'est pas à destination unique des quartiers populaires. On fait des ateliers radio, bien sûr, dans ces quartiers-là, mais on en fait aussi avec des personnes âgées, des ateliers radio. On en fait aussi avec des étudiants en BTS, on en fait avec plein de publics, on en fait avec des personnes en situation de handicap. Parce que tout le monde a besoin de comprendre comment marche une radio, mais comment se construisent des contenus. Surtout parce que c'est des personnes qui des fois ne comprennent pas pourquoi on parle de comme ça. Donc au contraire, leur montrer comment c'est fabriqué de la radio. Et je pense que, évidemment, je parle pour une radio associative puisque c'est là que je travaille. Mais c'est intéressant aussi de leur montrer, mais vous pouvez prendre le micro, vous pouvez être acteur des contenus qu'on diffuse, vous pouvez en fabriquer, vous pouvez parler de vous si ça vous intéresse ou de quelque chose qui n'a rien à voir. Et pour continuer sur ma lancée, il y a une émission qui s'appelle Salon de pauvres sur Radio Béton. Et donc là, c'est des bénéficiaires du RSA qui se sont regroupés et qui ont décidé de faire une émission mensuelle pour parler des personnes au RSA. Parce qu'ils ont eu ras-le-bol, en fait, d'entendre tout le temps que les gens au RSA sont des feignants, qu'ils le font exprès, qu'ils n'ont pas envie de travailler, qu'ils sont comme ceci et comme cela. Et ils ont eu envie de faire cette émission pour casser, en fait, tous ces clichés. Pour donner des astuces aussi aux gens qui sont RSA, pour vivre un peu moins mal. Et surtout pour faire entendre leur voix, pour leur dire bah non, on n'est pas tous sur le même modèle, on a plein de parcours différents. Voilà, on a eu un accident dans notre vie, un moment ou un autre. Il y a des profils très variés. Donc évidemment, je ne peux qu'encourager les ateliers radio.
Oui, c'est un peu ça en fait. Le souci, c'est la confiscation du récit. En fait, il faut que les gens puissent parler et dire leur vérité entre guillemets, leur vérité, enfin celle qu'ils vivent, parce que forcément, quand une personne vient de l'extérieur, elle sera pas racontée pareil, et chacun vient avec sa culture, son bagage, et forcément, les sujets qui ressortent sont pas les mêmes. Enfin, on va pas traiter pour nous, enfin. Pour toi, par exemple, Julien, un sujet important, ça va peut-être pas être le même sujet important pour l'importance va pas être la même pour un habitant de la Rabière, par exemple. Lui, il va plutôt te dire peut-être, bah non, on va peut-être plus parler de ce qui se passe dans le club de foot. Donc voilà, après, c'est aussi ça qu'il faut peut-être mettre dans le... Oui, que ce soit un critère, quoi. Il y a une sensibilité des centres d'intérêt qui propre à chaque personne, donc à chaque journaliste. Effectivement, si on met 2 journalistes sur le même poste, avec les mêmes sujets potentiels, le papier la même gamme, le papier sera pas le même, le traitement sera pas le même, les choix seront pas les mêmes. Après, ça c'est le travail d'une rédaction, de un petit peu de choisir, de brainstormer pour trouver ce qu'il y a à faire, la manière dont on juge, la manière qu'on juge la plus pertinente pour traiter les sujets. Ensuite, donner la parole aux gens pour qu'ils nous racontent leur expérience sans être, nous, en tant que journalistes, la force motrice du récit. Ça, c'est quelque chose qui fait partie du métier aussi depuis très longtemps. On confond peut-être malheureusement, et c'est légitime aussi, le journalisme avec ce qu'on peut appeler l'éditorialisme qui est ambiant, qu'on voit quand même prendre de l'ampleur. Et qui pourrit un peu le jeu, en fait, finalement. Qui casse clairement le jeu et qui après pose beaucoup de problèmes aux journalistes qui, eux, sortent sur le terrain, c'est plus compliqué pour vous de défendre des plateaux et qui passent pas leur temps à donner un petit peu leur avis sur tout et sur rien, comme on voit quand même de plus en plus. Et c'est une dérive, je pense, du journalisme que de réunir des gens qui donnent leur avis sur tout pendant 1 heure devant des caméras. Là, on est un peu en train de le faire, mais on parle de notre métier. Mais on parle du métier, au moins on n'élargit pas à tous les domaines. Donc l'expérience des gens, c'est effectivement sous une certaine catégorie du journalisme, la matière première, celle qui doit primer et qui doit nourrir le récit, c'est évident. Bah, je pense qu'on... Non, mais ça Mélissa, peut-être. Excusez-moi, ma micro devant moi. Avec plaisir. Non, mais juste sur l'idée du temps aussi nécessaire pour faire un travail de journaliste. Moi, quand je fais un portrait sonore, quand je fais un reportage, finalement, je fais un format 1/2 heure, mais ça m'arrive des fois de rentrer avec 3 heures d'enregistrement parce que la personne me raconte plein de choses, me montre son travail, me montre chez elle si on est sur son lieu de vie. Et c'est ça, c'est qu'après, dans ces 3 heures, il faut que je sélectionne, il faut que j'en garde 1/2 heure, même des fois 28 minutes pour mettre des habillages. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'après, il faut faire un choix. Et donc, dans ce que la personne me dit, qu'est-ce que je garde ? Déjà, je vais enlever tout ce qui est trop personnel. Parce que là, je sais que si la personne m'a dit telle chose, c'est parce qu'on était dans un moment particulier, on était en tête-à-tête. Et donc, à un moment, la personne s'est sentie autorisée à me raconter des choses très personnelles. Donc, bien sûr que je ne vais pas garder ça, parce que je ne pense pas du tout que la personne serait contente. Et même de ma part, ce serait honnête, en fait, de passer à l'antenne une histoire de vie peut-être difficile, qui ne lui rend pas hommage, forcément. Donc ça, déjà, je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ce qui ne concerne pas directement le sujet. Par exemple, je vais faire un reportage sur un artisan. Tout ce qui n'est pas en lien avec son métier, ses vacances à Oléron, je ne sais quoi, je l'enlève parce que ça n'a rien à voir avec mon sujet. Et c'est un travail très long parce qu'il faut tout réécouter, parce qu'il faut couper. Et il faut recommencer jusqu'à ce que le son soit satisfaisant. C'est-à-dire, est-ce que ça me donne vraiment une image fidèle de la personne que je veux mettre en valeur ? Et je pense qu'il ne faut pas que les gens, parfois on doute, mais qu'ils oublient qu'il y a énormément de travail derrière les contenus qui sont produits et que sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait qu'il y ait en tout cas tant que ça, de journalistes malveillants qui aient envie de faire quelque chose qui soit déplaisant pour les personnes interviewées. Déjà parce que ça nous prend énormément de temps. Et donc tant qu'à faire, si on peut faire quelque chose de positif et de qualité, on en est tous contents. Voilà, et sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un me fasse un retour négatif sur un portrait sonore.
me disent et là vraiment pour moi ce serait une catastrophe, parce que si quelqu'un me dit mais je veux pas que ce soit diffusé, ou alors pourquoi vous avez diffusé ça, mais j'aurais honte en fait, c'est-à-dire que j'ai raté mon travail, c'est-à-dire que là il y a quelque chose que j'ai pas compris, je me suis complètement plantée. Et heureusement donc, je touche du synthétique là, et j'espère que ça n'arrivera pas. Donc l'enjeu c'est ça en fait, c'est être fidèle premièrement, et deuxièmement il faut qu'aussi les gens comprennent que le journalisme c'est un choix en fait, il faut faire des choix et on peut pas tout passer, c'est pas parce qu'on ne le veut pas, mais voilà, malheureusement il y a des grilles, il y a des horaires à respecter. Et alors, moi, j'ajoute une chose, c'est qu'en fait, je suis sur une radio associative locale et ça me donne aussi une liberté, je pense, que certains autres médias n'ont pas. Parce que dans la grille, elle est quand même assez adaptable, la grille d'une radio locale. Si je veux faire une émission spéciale de 2 heures sur un sujet, je peux assez facilement. Je pense que si mon confrère de l'ANR veut faire un papier très long sur un sujet, il ne peut pas. Ça dépend, effectivement, c'est quelque chose c'est plus difficilement modulable pour un journal comme la Nouvelle République. Après, il faut prendre le temps. Si on prend les choses en amont suffisamment longtemps avant, si on travaille le sujet, si on essaye de s'organiser, tout est possible. Il suffit d'y mettre un peu de volonté. On est quand même à une époque où techniquement on peut faire énormément de choses. Donc si on prend un petit peu le temps de réfléchir à de nouvelles manières de traiter les sujets pour essayer d'aller vraiment au plus proche de ce qu'il y a à raconter, normalement, on doit pouvoir y arriver, sauf à remettre en cause le modèle économique du journal ou du média pour lequel on travaille, mais je ne pense pas qu'on arrivera là. Donc, il y a effectivement des choses à faire, et je pense que l'intervention de ma consoeur sur le temps qu'il faut que prennent les choses quand on veut les faire bien, c'est effectivement une donnée qui est trop souvent est un petit peu méprisée par l'évolution de la presse aujourd'hui. On est, nous, en tant qu'acteurs, que journalistes locaux, on est forcément des gens qui s'inscrivent sur le temps long. Parce qu'on retourne sur le terrain. On n'arrive pas le samedi pour couvrir la manifestation des Gilets jaunes en faisant 3 images et en repartant. Nous, si on fait une manifestation de Gilets jaunes, si on nous envoie faire une manifestation de Gilets jaunes, on est amené potentiellement à revoir ces gens-là. Finalement, c'est un gage de qualité. Donc, il faut faire attention. Voilà, le temps long, je pense que c'est effectivement un gage de qualité. Voilà, c'est déjà la fin de ce débat citoyen. Je pense qu'on a... Alors, on pourra toujours en dire toujours plus, mais enfin on a bon. quand même dégagé quelques pistes de travail, quelques pistes de réflexion. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Mélissa. Plévicuise. Champagne. Ouais. Je pense que là, il s'est passé quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup également à Arthur à la technique. C'est super important. Et on se retrouve, Feriel, non, on se retrouve si, on se retrouve la demain. Fin du débat. On se retrouve demain. Et on se retrouve demain. Pour le Presse Club. Pour le Presse Club, exactement.